Réguler l'intelligence artificielle, limiter ses dérives, l'Union européenne relève le défi. Son IA Act se met en place. Le texte a été adopté il y a un an et ses dispositions les plus importantes entrent en vigueur aujourd'hui. Alors qu'est-ce que cela va changer pour nous, utilisateurs, pour ceux et celles qui créent cette IA? Les géants américains de la tech sont vent debout et ils assurent que cela ralentit l'innovation à tort ou à raison. Bonsoir Céline Casterona. Bonsoir Estelle. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes professeur spécialiste du droit, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit international et comparé de l'intelligence artificielle à l'Université d'Ottawa. Vous dirigez également la chaire de recherche sur l'IA responsable à l'échelle mondiale et vous allez collaborer à l'Université Dauphine en France. Est-ce que c'est une mini-révolution, ce code de bonne conduite européen ? Alors, merci de citer le code de bonne pratique qui entre effectivement en application aujourd'hui, le 2 août 2025, comme c'était prévu dans le règlement IA qui a été adopté le 13 juin 2024. Donc, un règlement européen qui prévoit, dont l'entrée en vigueur date de août 2025, mais qui prévoit plusieurs échéances d'entrée en vigueur, donc selon les dispositions. Et aujourd'hui, entrent en application les dispositions sur les modèles d'IA à usage général, donc tout ce qui est IA générative, modèle de langage, donc tout ce qui est génération de contenu par ChatGPT par exemple, pour citer l'exemple le plus connu. Va sortir cet été, ChatGPT 5, on en est déjà au 5, ça va très vite. Oui. Là, vous nous expliquez que la loi européenne, elle met un petit peu de temps. Voilà, on commence. Est-ce que les Européens sont assez armés, justement ? En tout cas, plus que les autres États, ce qui est peut-être déjà, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, l'Union européenne est sans contestation possible l'endroit du monde où on régule le plus l'IA, où on a une volonté politique pour le faire. Et quand on dit réguler l'IA, il ne s'agit pas d'interdire ou en tout cas de décider ce que l'on peut ce que l'on doit interdire et ce que l'on doit permettre, et d'identifier les problèmes, les risques pour essayer de les minimiser, de les canaliser. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'empêcher tout IA. Alors Céline Casterona, justement, les risques, on va les détailler ensemble et on va voir l'un des principaux risques, c'est-à-dire la dérive, avec les délires de Grok. C'était il n'y a pas si longtemps, l'IA générative du réseau X. Elon Musk avait même dû présenter ses excuses. Vous voyez ce reportage de notre partenaire Radio-Canada, il est signé Mathieu Papillon. C'est le ChatGPT version Elon Musk. Grok, un robot conversationnel qui appartient à l'homme le plus riche au monde et qui est directement intégré à son réseau social, X. Sur n'importe quelle publication, on peut cliquer le bouton Grok, avoir une explication de ce qu'on voit. Mais Grok veut aussi offrir un environnement moins contrôlé que ChatGPT. Elon Musk a avoué il y a déjà quelques temps que généralement les robots conversationnels sont trop woke, ont trop de filtres pour empêcher qu'il y ait des discours haineux. C'est d'ailleurs ce qui l'a récemment poussé à retirer certaines balises qui encadraient son outil d'intelligence artificielle. Les nouvelles commandes qu'ils ont données à Grok, c'est de dire « Gêne-toi pas d'émettre des opinions qui sont pas politiquement correctes, dans autant que c'est vérifié, puis d'avoir un ton un peu plus frondeur. » On a aussi demandé à Grok de considérer que toutes les sources médiatiques sont biaisées, ce qui a donné des publications pour le moins étonnantes. Le robot recrachait des conspirations antisémites. Ils ont remarqué que le robot affirmait, sans broncher, que les Juifs contrôlent les médias. Grok est même allé jusqu'à se comparer à Hitler. Sur X, les responsables du robot affirment être au courant des publications et travailler activement à la suppression des messages inappropriés. On assure aussi que des mesures ont été prises pour interdire les discours haineux. Je pense pas que les changements qui ont été apportés, c'était dans le but d'en faire une machine de propagande néo-nazie, mais reste que c'est une conséquence directe de ces décisions-là. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a fait un décret pour enlever toute forme de réglementation de l'intelligence artificielle aussi. Et je pense que c'est un problème qui s'est avéré ici avec Grok, mais qui pourrait aussi se répéter avec d'autres potentiels aussi. Alors que l'encadrement diminue, le nombre de dérapages pourrait augmenter. Oui, Céline Casterona, ces dérapages, c'est bien au cœur de ce code de bonne conduite des Européens. Éviter ce genre de situation.
Oui, effectivement, parmi les problèmes que soulève l'affaire Grok, il y a la question des données d'entraînement et la question du tri de l'information qui est générée par les modèles d'IA. La question des données d'entraînement est évidemment essentielle et donc il y a effectivement des opinions ou des données protégées qu'il faut considérer au moment d'entraîner les IA. Et en particulier, ici, évidemment, des propos racistes, même si ça soulève d'autres enjeux liés à la liberté d'expression qui n'a pas le même niveau d'appréciation aux États-Unis. Donc, c'est un enjeu international aussi. Alors, on passe du risque simple au risque inacceptable. Qu'est-ce que c'est le risque inacceptable ? Alors, ce qu'il faut voir dans cette réglementation européenne, c'est qu'on tente de réguler les modèles d'IA et les systèmes d'IA. Et parmi les systèmes d'IA, effectivement, il y a 4 niveaux de risque, d'un niveau minimal à un risque inacceptable. Et les risques inacceptables, au lieu de dire on va apprécier au cas par cas ce qui est acceptable ou pas, ces risques sont énumérés. Et donc, il y a 8 risques prévus dans le texte, comme par exemple la manipulation subliminale pour nous faire des choses qui sont contre notre propre intérêt, qui nous causeraient un préjudice sans qu'on s'en rende compte. Et ça existe déjà. Oui, ça. Et alors, je précise d'ailleurs qu'effectivement, les risques inacceptables signifient que finalement, ces types de systèmes d'IA sont interdits et les interdictions sont entrées en vigueur en février 2025. Donc ça existe déjà, effectivement. On ne peut pas avoir ce type de système. On ne peut pas non plus avoir des systèmes qui élaborent un score social, comme on peut le voir par exemple dans certaines régions de Chine. On ne peut pas non plus avoir des systèmes de calcul de score de récidive, de risque de récidive dans le domaine criminel. Enfin, on a des situations extrêmement précises qui sont énumérées dans le règlement. C'est-à-dire qu'en reconnaissance faciale, avec des systèmes de points, si on est un bon citoyen, une bonne citoyenne, c'est ça, c'est ce qui s'est passé en Chine. Oui, le score social, avec ou sans reconnaissance faciale, mais en tout cas, l'idée de scorer, de valoriser les personnes, de leur donner un chiffre de représentation sociale pour savoir s'ils méritent de prendre le train, l'avion, méritent d'avoir accès à des prêts, accès à des logements, etc. Donc ça, l'Union européenne dit non, c'est pas possible. Absolument. Alors pour l'instant, c'est non contraignant, mais après, il y aura des amendes qui pourront aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial annuel. Donc on imagine que là, ça peut peut-être convaincre les géants américains de la tech qui ont signé, pour certains, une convention avec l'Union européenne. Il y a Google, c'était mercredi. Nous allons rejoindre plusieurs autres entreprises en signant le code de conduite de l'Union européenne sur l'IA à usage général. Ça, c'est une déclaration de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, mais qui est Kent Walker, président des affaires mondiales de Google. Il est moins connu que Mark Zuckerberg, enfin je pense, qui lui alors dit non, moi je veux pas, en revanche c'est hors de question. Donc voilà, que ce monsieur, que Kent Walker dise oui, c'est une avancée. Oui, c'est très important que Google ait accepté de signer ce code de bonne pratique. Donc, je précise que ce code est prévu dans le texte aussi et a été élaboré par 13 experts indépendants. Et j'ai eu le plaisir de faire partie de ces experts. Et donc, ce code de pratique est destiné à aider les entreprises qui développent des modèles d'IA à usage général à se conformer au règlement IA. Et de manière générale, la Commission européenne et le bureau de l'IA, les iOffice, essaient de mettre en œuvre des outils pratiques pour convaincre les entreprises du bien fondé de la réglementation, mais en essayant de les aider concrètement. Il est convaincu, le patron de Google, ou bon, il sait qu'il n'a pas le choix, donc j'y signe? Mais c'est évidemment toujours la question qu'il faut se poser, quel va être le degré d'implication, mais les iOffice cherchent vraiment à travailler en collaboration avec ces grands fournisseurs de modèles d'IA, et je pense très honnêtement qu'il vaut mieux travailler avec la Commission aujourd'hui plutôt que de bouder et de ne pas le faire, parce que de toute façon, le code de pratique met en œuvre des dispositions qui sont dans la loi. Donc, c'est pas des dispositions supplémentaires, mais des moyens concrets pour mettre en œuvre la loi. Donc, de toute façon, la loi doit être respectée. Et donc, Mark Zuckerberg, par exemple, qui n'a pas signé de Meta, il va être obligé de suivre le mouvement. Il va être obligé de toute façon de respecter la loi, donc de respecter le règlement de l'IA, et il aura la charge de prouver qu'il est en conformité avec la loi, enfin avec le règlement, alors s'il est signataire du code de bonne pratique, en fait il va bénéficier d'une
présomption. C'est pas une présomption de conformité, mais en tout cas, on va présumer qu'il a effectivement respecté, qu'il est de bonne foi pour mettre en œuvre les dispositions du règlement. Alors, les Européens, oui. Donc c'est pas très intéressant de ne pas le signer. En bout de ligne, de toute façon, ils doivent respecter le règlement IA. Oui, c'est pour montrer son désaccord peut-être. Alors, est-ce que c'est tenable? Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiète? On voit que les Européens sont très affaiblis économiquement, en tout cas par rapport à Donald Trump. Je pense à cette signature d'un accord sur les droits de douane. C'était dimanche dernier. Et il y a eu cette déclaration. Alors, Howard Lutnick, là aussi, on va découvrir cette personne. Enfin, vous le connaissez peut-être, secrétaire américain au commerce. Il a déclaré sur la chaîne CNBC le 29 juillet, les services numériques et l'attaque menée contre nos entreprises de la tech seront sur la table. Donc on va dire, attention, on va discuter et en fait, on va voir ce qu'on va voir. C'est un peu ce qu'on comprend. Oui, alors la question de Oui, la question de la taxe numérique va peut-être rentrer dans les discussions sur les accords commerciaux. Pour l'instant, c'est pas très clair. C'est pas lié au règlement IA, mais il y a effectivement un mouvement pour demander la simplification. Tout le monde se plaint de la lourdeur des textes européens, des textes sur le numérique. C'est vrai que les 5 dernières années ont vu l'adoption d'un certain nombre de textes importants et peut-être qu'il faut prendre le temps de regarder les faits et puis peut-être de clarifier. Il y a beaucoup de géants de la tech qui disent qu'effectivement, ça freine l'innovation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que c'est vrai que les Américains ont eu une longueur d'avance sur les Européens. Oui, ça c'est toujours... on dit toujours que la réglementation est contre l'innovation. C'est vraiment une vision très simpliste des choses. C'est pas du tout aussi simple parce que certaines réglementations soutiennent l'innovation. C'est le cas de la propriété intellectuelle, par exemple. Par nature, elle soutient l'innovation. Et puis, quand on élabore des règles sur une technologie nouvelle comme l'IA, le fait de déterminer ce qui est possible et pas possible permet aux entreprises aussi de se positionner sur le marché et de faire des investissements, d'assurer leurs investissements. Donc la sécurité juridique est aussi un argument important quand on élabore des textes. Donc c'est un petit peu caricatural de dire puisqu'on a des textes, on n'aura pas d'innovation. Non, Mais en même temps, c'est vrai qu'on voit que les données sont extrêmement réglementées en Europe et que les données ont permis aux géants de la tech de créer ChatGPT, de créer Open. Au détriment du droit d'auteur et de la protection des données personnelles. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut en Europe? A priori, c'est aussi une question de valeur. Alors, vous l'avez rappelé, c'est vraiment des milliards de dollars qui sont investis aujourd'hui. Mark Zuckerberg veut créer une super intelligence, c'est ce qu'il a annoncé. Et là, j'ai une question peut-être un peu baroque. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'il va falloir qu'on pourra poursuivre une IA qui aura échappé à tout contrôle? C'est-à-dire, est-ce que ça rentre, vous qui êtes juriste, est-ce que vous vous posez la question? Pour attaquer une IA, encore faut-il qu'elle ait une personnalité juridique. Donc, c'est pas une personne. Voilà, ce qui n'est pas le cas. C'est pas une personne physique, c'est pas une personne morale. Donc, je vois pas comment on peut l'attaquer. C'est un petit peu Robocop ou Terminator, je ne sais quoi. C'est un petit peu tous les fantasmes de la science-fiction qui ressortent là, ou l'IA générale. Certains spécialistes disent qu'on n'en est pas là. Je suis pas la mieux placée pour savoir si on est loin ou si on est près. Mais en tout cas, au plan juridique, aujourd'hui, attaquer une IA pour elle n'a aucun sens et c'est pas ce qu'on imaginerait. Évidemment, les concepteurs de l'IA pourraient se voir inquiétés, ça c'est sûr. Voilà, c'est l'objet du règlement. Ce sont eux les responsables. Ouais. La priorité aujourd'hui, c'est effectivement de réguler l'IA et aussi de former. Pour vous, c'est ce qui est le plus important? Oui, c'est très important de former. Alors, il y a des dispositions sur ce qu'on appelle la littératie numérique, la littératie en IA, mais notamment des employeurs qui doivent former leurs employés. Dès lors que des outils d'IA entrent dans l'entreprise, ça me paraît important de préparer le personnel et de savoir ce que l'IA est capable de faire et ce qu'elle fait moins bien que nous, de façon à ce qu'on puisse vraiment tirer le bénéfice de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne interaction humain-machine pour se dire je peux déléguer telle ou telle tâche, mais je reste en contrôle de telle autre. Et de toute façon, rester en contrôle de la totalité de ce qui se passe. Le contrôle humain doit rester important. Et au-delà du monde du travail, bien sûr, la formation dans les écoles et dans les universités, ça fait longtemps qu'on s'y met dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'ensemble de la société, parce que l'IA se développe partout, qu'on la voit ou qu'on la voit pas. Voilà, on n'a parfois pas conscience.
confiance. Exactement. Donc, il faut vraiment que toute la population soit formée à un minimum. Merci infiniment, Céline Castérenard, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Avec plaisir.